Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Superphysique Podcast. Je suis Rudy, cofondateur du site superphysique.org consacré à la musculation sans dopage que j'ai co-créé en septembre 2009 et sur lequel vous pouvez retrouver des milliers d'articles, des vidéos et des podcasts afin de vous éviter de faire les mêmes erreurs que moi et ainsi d'éviter de perdre du temps. J'ai également mon propre site rudykoya.com sur lequel je propose du coaching à distance depuis 2006, mais également des formations en fonction de sa morphoanatomie, des livres comme le guide de la prise de masse naturelle et le guide de la sèche naturelle que je vous envoie personnellement chaque semaine de manière dédicacée, ou encore la formation Superphysique pour les plus passionnés d'entre vous sur méthodesp.rudykoya.com. Aussi, vous pouvez retrouver sur le site Superphysique notre marque de compléments alimentaires bio destinés à améliorer votre santé, ainsi que notre application SP Training disponible sur tous les stores afin de vous permettre de savoir quoi faire à chaque séance avec notamment les fameux cycles de progression. Enfin, vous êtes également les bienvenus au Superphysique Gym et à la Villa Superphysique à proximité d'Annecy. Mais pour ce faire, il faudra me contacter avec le lien directement dans la description. Aujourd'hui, je serai accompagné de June qui sera avec moi pour la deuxième fois pour animer le podcast et qui nous partagera son expérience personnelle, le tout avec de nombreuses anecdotes. Vous pouvez d'ailleurs la retrouver sur son compte Instagram où elle est particulièrement active en tapant JuneCoach74 ainsi que sur son podcast Beyond Your Why. Allez, c'est parti. Salut June, t'as la forme ou quoi? Bah ouais, et toi, Rudy? Ça va? Comment se passe ta prise de masse alors? Parce qu'on t'a laissé il y a un mois, est-ce que t'es toujours en phase de Non, bulking? ça y est, c'est terminé. C'est vrai? Ouais, je sais pas, ça se voit pas. Non. Bon, c'est vrai, pour l'instant, ça n'a pas beaucoup diminué. Mais Tu pèses là? là, ce matin, j'étais à 63,2. 63 ok, donc tu veux te maintenir autour de 63? Je sais pas. Là, l'idée, c'est quand même de descendre un petit peu, pas énorme, hein. Il faudrait pas qu'il y ait un delta trop important et que les performances en pâtissent et que l'entraînement également. Mais l'idée, c'est quand même un peu plus de stabiliser et quand même perdre un petit peu de gras, quoi. Donc, on parle de mini-cut et ça va faire 2 ou 3 semaines que j'ai commencé. T'as réduit de beaucoup de calories? Non, voilà, vraiment, le delta entre ma dernière phase de maintien et ma phase actuelle est de pas énorme. Combien? Et de 50 calories? Le truc qui sert à rien. Non, je dirais 300 calories. Ah, t'en mets 300 calories quand même? 300 calories quand même, donc il y a quand même des résultats, hein. Je me sens moins, tu sais, moins chubby, quoi. Moins bouboule, Moins gonflé d'eau peut-être? moins gonflé, ouais, voilà, c'est ça, moins gonflé, mais voilà, le poids ne descend pas non plus en flèche, quoi. Il descend tranquillement, on va dire. Et tu gardes quand même un écart par semaine? Alors, Ah, il y a une confession. non, il n'y a pas de confession. Juste, là, ces 2 dernières semaines, j'avais eu tu sais, on avait eu le barbecue et qu'est-ce qu'il y avait eu? Bah, moi, j'ai eu que le barbecue, hein. Bah, on avait eu le repas avec Anto aussi. Ah oui. Ouais, voilà. Il y a eu ces 2 choses-là, mais t'as bien vu, j'ai pas non plus je me suis pas jetée sur le buffet. Donc voilà, il y a eu ça. Mais sinon, effectivement, j'essaie de ne pas faire d'à côté, de repas libres. Ensuite, à savoir que là, je vais partir chez mon grand-père. Donc forcément, je vais pas non plus millimétrer ma diète au gramme près. En fait, c'est mon En fait, c'est une prise de masse que tu nous fais. Non, pas du tout, rien à voir. Ça sera toujours contrôlé, mais là, je vais essayer de limiter un petit peu les écarts. Et chez mon grand-père, bon bah voilà, il faut profiter, hein. En plus, le gars, il a dit il y a pas longtemps, ouais, faut pas profiter. Vas-y, mais quand Faut mériter. Mais je mérite, moi. Je me dépouille à l'entraînement. Tu t'entraînes toujours un jour sur 2? Alors là, je suis passée à 4 entraînements par semaine. Ah, t'es revenu à 4. Je suis revenue à 4, donc je refais 2 fois le bas du corps, 2 fois le haut du corps. 2 fois le haut? Ouais, là, Okay. Je refais 2 fois le haut. Ça prend vite, hein, le haut. Oui, je vois les trapèzes, t'as repris? Ouais, bah ouais, les épaules aussi, les biceps. On m'a dit, hein, que j'ai pris des biceps, des triceps et tout. Tu vas voir, fais une pause. Solide! Non, mais j'ai bien pris sur les photos, sur mon biceps cage, on voit bien la différence. Donc c'est cool. Mais voilà, donc je suis passée quand même à un entraînement plus fréquent et augmentation des pas. Donc tu sais, j'étais à peu près à 10 000 pas par jour. Là, je suis à 12 000, donc c'est pas énorme, sachant qu'en général, je fais quand même entre 12 et 14 000 naturellement. Et s'il faut, on rajoutera un petit peu de cardio, mais basse intensité plutôt. Là, tu nages un peu, tu m'as dit aussi. Oui, ouais, je nage un petit peu, donc je compte ça vraiment comme de la zone. Zone 0?
Non, je sais pas. Bah, je sais pas, de la zone 1 ou 2, quoi. Enfin, non, de la zone 2, parce que je sens quand même mon cœur qui s'accélère, mais j'y vais vraiment tranquille. Je nage 40 minutes, mais tranquillement, quoi. Tranquillement, à mon rythme. Ensuite, voilà, c'est juste pour faire un petit peu une activité différente aussi, quoi. C'est ce qui me plaît pas mal. Et donc, toi, tu vas t'y mettre aussi. Ah, mais j'ai acheté, pour ceux qui suivent avec Fabrice, souvent on parle de natation, c'est un petit moment, il en a pas parlé. Là, je me suis acheté une bouée pour nager en eau libre, parce qu'en fait, à Annecy, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont cassé la plus grosse piscine qu'il y avait, celle des Marquisas. Ouais, Et en fait, il y a plus qu'une seule piscine avec des horaires un peu pourris, celle ouais. avenue des Fins. Ouais, je sais. Voilà. Et donc, je me suis dit, putain, je vais pas aller faire la queue, ça m'emmerde et tout. Et je me suis dit, bah, tiens, quand je vais au lac, je prends une bouée au cas où pour me reposer. Puis où je suis essoufflé, je m'appuie sur la bouée. Et puis comme ça, je pars au milieu du lac, j'en ai rien à foutre, quoi. C'est ce que je me suis dit. Je me dis, mais qu'est-ce que tu vas faire avec une bouée? Tu sais que tu tiens à peine dessus, hein. Enfin, voilà. Moi, Tu crois? bah, si, tu peux tenir dessus, mais, Tu crois que je vais t'en mourir? auras pas besoin. Bah, non, évidemment que non. Tu sais nager au moins? Oui, ça va. Je fais la technique du chien mouillé. Ah ouais, ça, c'est une bonne technique. La nage à l'indienne, tu connais ou pas? Ouais, ah, c'est sur le côté? Oui. La nage à Eh l'indienne. ben, on ira ensemble, et puis comme ça. Ouais, non, mais j'ai pris ça au cas où je me suis dit, voilà, au moins on te voit. Et puis tu peux nager tranquille. Ouais, moi, c'est ce que je fais, hein. Je pars d'un ponton et ensuite je nage un peu partout. Tant que tu restes dans la zone où il n'y a pas les bateaux, ça va. Ouais, surtout que l'eau commence à être chaude. Donc ça va faire Ah, du franchement, bien. elle est top. Le matin, c'est un régal. Ah, tu vas le matin? Ouais, le matin parce qu'après il y a le vent qui se lève et t'as l'impression T'es remué? t'es remué, vraiment t'es remué. Et En parlant de ça, j'ai vu qu'il y avait le triathlon d'Annecy, là, le week-end dernier, que t'avais un élève qui l'avait fait. ouais, exactement. J'ai un élève qui l'a fait. Alors pour l'histoire, c'était un élève que j'avais en musculation, hein, classique. Et en septembre, il s'est fait les ruptures du tendon d'Achille, d'un tendon. Donc ça a été un peu compliqué. Et à ce moment-là, il me fait ouais, j'ai envie de faire le triathlon. Je dis là déjà tu vas te reposer, on va voir avec le kiné, etc., etc. Mais au final, assez vite en fait, il a pu reprendre l'entraînement comme il avait aussi une bonne base musculaire. Ça a été pas rapide, mais en tout cas ça a bien été et il n'y a pas eu vraiment de moment où il était, où il avait hyper mal, tout ça. C'était vraiment du moins bien vers le mieux tout le temps. C'était sur la pente ascendante. Et donc, évidemment, l'objectif, c'était quand même qu'il puisse s'en sortir sur la course à pied. C'est ce qui a été le plus difficile et ce qu'on a travaillé le plus tard parce que quand même, pendant un moment, il ne pouvait pas courir. Il pouvait marcher rapidement, mais pas courir. Donc, il y avait pas mal de rééduc à faire autour du mollet aussi et des tendons et de la cheville. Et donc on a beaucoup travaillé autour du vélo indoor pendant l'été et pendant l'hiver pardon et de la natation en piscine puis là sur le dernier mois en eau libre et vélo à l'extérieur quoi. Ok, je te dis ça parce que je vois comme tu nages, puis que je sais que tu vas bientôt te remettre à la course à pied. Je me dis que tu vas peut-être faire un triathlon. Pas du tout. Mais qui sait mais non la course à pied vraiment là je me sens encore personnellement moi je me sens hyper Bien lourde. Bah ouais, c'est ça. C'est parce que, il y a des personnes qui pèsent mon poids et ça va très très bien, hein. Mais moi, j'ai tellement pas l'habitude de faire ce poids-là. Ah ouais, au début, on se sent lourd. C'est que je me sens assez lourde, quoi. Quand j'étais gamin, je faisais de l'athlé sur la fin. J'avais commencé la muscu et donc je grossissais et je forçais la prise de poids vers 14 ans. Et à chaque fois que j'allais à l'athlé, je me sentais lourd, mais lourd. Alors que non, j'étais pas lourd, hein. Je devais faire, je sais pas, 75 kilos, quoi. Ouais. Mais comme j'étais habitué à courir, quand je courais au tout début, je faisais 55 kilos. Ouais, c'était putain, je suis lourd. Ouais, c'est ça, c'est la même chose. On sent vraiment, tu vois, je dirais pas que je sens que j'ai une masse musculaire différente par rapport au moment où je courais vraiment beaucoup et que je pesais 52 kilos, quoi. C'est sûr que là, j'avais rien à déplacer. Et là, tu sens que ça pèse aussi sur les articulations. C'est plein de petits micro-chocs. Alors, la course à pied, c'est super, hein. Mais déjà, quand t'as pas l'habitude, forcément, ça s'apprend. Il y a des phases d'apprentissage. Et si tu fais rien pendant 2 ans et que du jour au lendemain, tu te dis, ouais, je vais aller courir, c'est le meilleur moyen pour avoir super mal et des bonnes périostites. Ah ouais, des courbatures de fou. Au mollet, l'enfer, quoi. C'est sûr. L'enfer. Et donc toi, tu cours en ce moment ou tu cours plus là? Non, j'ai pas repris. Pas. Je pourrais reprendre pour ceux qui avaient suivi. Je m'étais fait une déchirure du long fibulaire lors du 10 km d'Annecy que j'avais préparé. Et donc forcément, normalement, c'est à peu près 6 semaines pour que ça guérisse. Donc là, je dois être à 8, 9 semaines, quelque chose comme ça. Mais depuis, je me suis mis au vélo, au bike erg surtout.
Et je me prends un peu au jeu parce que c'est d'une part, c'est hyper pratique à faire. En fait, moi, j'en avais acheté un durant le confinement, juste avant le confinement. Donc, j'étais un peu sauvé. Donc, je le mets sur la terrasse de la Villa Superphysique. Donc, je rappelle, la Villa Superphysique, je peux vous accueillir. Je cherche un endroit où loger sur Annecy, à l'instar d'un Airbnb, sauf que vous serez obligé d'échanger avec moi, de discuter avec moi. Donc, bon, c'est un peu difficile. Quelle horreur. Je comprends, voilà, quelle horreur. Et bref, j'ai mis le vélo sur la terrasse, tu vois, il est juste là. Ouais. Et donc, en ce moment, j'en fais 5 fois par semaine. Et ce que je trouve bien, ce que je trouve pratique pour moi, c'est que tu fais une séance d'1 heure. Voilà, je me suis fixé le truc de faire 5 fois 1 heure. Et donc, après, pour l'instant, j'ai pas détaillé trop mon entraînement parce que c'est un peu compliqué. Mais je m'entraîne, on va dire, une séance seuil, une séance haute intensité et 3 séances basse intensité. Ok. Et donc, ce qui est drôle, parce qu'à l'époque, beaucoup se foutaient de ma gueule quand je disais ça, quand je faisais du vélo en côte et que je m'étais intéressé au cyclisme sur piste. Donc, toi, tu sais pas, June, mais quand j'ai ouvert la salle de Super Physique Gym en 2014, j'ai acheté le watt bike. Et quand je faisais du watt bike, et ben en fait, je me suis rendu compte, un peu comme le rameur, que j'étais super fort. Mais vraiment, non mais vraiment, mon record ça doit être 1975 watts ou quelque chose comme ça. Donc pour ceux qui font du cyclisme, qui mesurent leurs watts, ils vont se dire c'est pas possible. Bah si ouais, c'était possible, vraiment. Et donc à l'époque, il y avait des compétitions. Tu avais un ranking, un classement en ligne du watt bike sur 500 mètres. Et bon, il y a pas beaucoup de participants évidemment, mais j'étais numéro 1 mondial. Ok. Et donc tous les dimanches, j'allais faire 5 fois 500 mètres à la salle. Et chaque semaine, je battais mon record. Donc je mettais le truc à fond sur le watt bike, donc résistance 10 et 7 à fond. Et je poussais comme un malade. Ça durait, mon record c'est 24,00. 24 secondes 00 sur 500. Bref. Et là, je m'étais vraiment intéressé à ça. Et donc je faisais ça dans la semaine, le dimanche. Et une fois dans la semaine, je m'étais acheté un vélo pour faire la côte qu'il y avait devant chez moi. Donc moi, j'habitais en haut d'une côte. C'était une côte qui faisait à peu près 600 mètres à 8-9%. Et donc là ils l'ont aplani depuis, mais avant elle était un peu plus pentue. Et je la faisais pareil, entraînement un peu à la con, je la faisais 5 fois de suite à fond. Mais 5 fois de suite à fond. Et donc en fait je prenais 3-4 minutes entre chaque, mais vraiment je me dépouillais comme un fou. J'ai mis les pédales auto, bon j'avais acheté une sorte de VTC, pas un vélo non plus pro. Et je disais dans les podcasts ou sur les forums, je disais putain on prend des cuisses avec ça. Et tout le monde se marrait. Tout le monde disait bah non c'est pas vrai, n'importe quoi, blablabla. N'importe quoi, le type déconne et tout. Et c'est l'époque où je mettais pas mal de photos en plus de cuisses sur Instagram. Je les mettais après le vélo, parce qu'après le vélo, j'avais les cuisses monstrueuses. Mais vraiment monstrueuses. Je disais, mais c'est incroyable. Donc moi, j'ai une facilité à congestionner. Toujours, quoi, de base. Et bref, je congestionnais mais les cuisses énormes. Et donc j'avais dit ça. Et puis bon, bref, pendant des années, j'ai pas fait de vélo. Et là, je m'y suis remis. Et à 5 fois par semaine, je reprends des cuisses. Et c'est un skate. Non, mais c'est vrai. C'est parce que tu vois. Je sais ce qu'il me reste à faire. Mais vraiment, j'ai pris des quads. Donc forcément, j'ai pas les adducteurs que j'avais auparavant. Voilà. Mais la dernière fois, j'ai remis un short que j'avais pas depuis longtemps et je dis, oh putain, merde, il me resserre. Alors que bon, quand je nageais, j'avais perdu pas mal de cuisses quand même. Avec le kayak, tout ça. Et puis en levant beaucoup moins l'entraînement. Voilà, un petit truc de temps en temps. Et ben là, j'ai repris en 5 fois par semaine. En fait, j'ai pris des cannes, mais je le fais pas pour, c'est ça le truc aussi. C'est que souvent tu dis, je vais faire là, ce matin, j'ai interviewé François Pervis pour mon podcast Les Secrets du Sport. Donc, pour ceux qui connaissent pas François Pervis, c'est l'une des légendes du cyclisme sur piste en France, que j'avais sponsorisé une année, en 2016, pour aller voir justement comment les gars s'entraînaient. Quand j'avais vu que je faisais 1900 watts sur le vélo, je dis, attends, j'y suis aussi fort que les sprinters sur piste. Faut que j'aille voir comment ils s'entraînent. Ça y est, j'ai une carrière qui se lance devant moi. C'est parti. Comme à chaque fois. Bah non. Bah, en fait, j'ai vu que j'avais aucune carrière en moi. Voilà, comme d'habitude, je me suis emballé, mais bon, bref, moi, j'aime bien m'emballer. Et j'avais été tout ça. Et bref, et donc on discutait d'entraînement, tout ça, je sais plus où je voulais en venir. Mais ouais, j'avais un peu arrêté. Et là, en reprenant, donc 5 fois par semaine, moi je vois que je gonfle des cuisses en fait. C'est pas vraiment le quad et le cul gonflent. Franchement, tu fais c'est une connerie, mais tu fais des une, tu fais 15 fois une. Putain, mais t'as les cuisses prêtes à exploser, hein. Et puis comme t'as pas l'habitude en plus d'en faire, tu vas congestionner. Mais voilà, c'est là où je voulais en venir, c'est que moi je fais pas du vélo pour prendre des cuisses, là je fais du vélo parce que ça me fait plaisir. Oui. Voilà, donc là je me suis racheté des pédales auto pour mon vélo normal aussi, parce que là je les avais mis sur le bike erg que j'ai chez moi. Et si jamais la différence entre le bike erg et le watt bike, c'est qu'il y a qu'une résistance à air sur le bike erg, et sur le watt bike t'as la résistance à air et une résistance magnétique, et en plus sur le watt bike tu peux voir si tu pédales rond, si tu pousses et tu tires à chaque fois, si t'as des temps morts ou pas. Alors que sur le bike erg tu vois rien du tout. Donc c'est plus un outil en plus d'apprentissage. Bon, c'est pas le même prix, hein. Un watt bike c'est 3 000 € et un bike erg c'est 1 000 € à peu près. Et bref, donc là je fais du vélo pour progresser au vélo, et ça me fait prendre des cuisses alors que c'est pas l'objectif. C'est ça qui est drôle. Alors que toi tu voudrais faire du vélo pour prendre des cuisses, mais en fait il faut tellement en faire que c'est ça en fait, ça me
Voilà, tu vois pas de plaisir. Alors que moi, je suis là. Ensuite, j'aime bien le vélo. Hein. En plus, tu sais, quand j'ai l'occasion de faire du watt bike, ça me plaît. Hein, mais voilà, que faut-il faire? Que faut-il faire, Rudy? Est-ce que je dois arrêter mes séances cuisses et faire que du watt bike? Moi, je suis convaincu que tu prends des cuisses, mais il faut en faire 4-5 fois par Donc, semaine. en gros, il faudrait que j'arrête la muscu et que je me mette à faire du watt bike. Non, mais après, t'as plus d'ischio. Par contre, il y a un truc qui s'est passé, c'est que t'as d'ischio parce que tu tires un peu, t'apprends à tirer. C'est que là, je me suis rendu compte depuis 2-3 jours, en fait, je me disais putain, je suis raide et tout, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, à force de plus m'étirer les ischios, comme tu as posé sur le vélo, ils sont devenus tout raides. Mais vraiment, j'ai perdu une souplesse. Donc là, j'ai repris les étirements, ça va mieux. Mais ce qui montre encore une fois que souvent, on dit ouais, les étirements, ça sert pas, nanana. Bah moi, je vois qu'à chaque fois que je les arrête, au début, je me dis oh bah ouais, ça sert à rien. Je me dis bah ouais, c'est des conneries. Et puis dès que je m'y remets, bah je dis ah ouais putain, la souplesse que j'ai perdue des ischios là, c'est ah ouais, c'est fou. Mais ouais, j'ai repris et je dis putain, mais je dis merde, j'avais acheté des shorts une taille en dessous pour dire voilà, c'est bon maintenant. Bah en fait, faut que je remets mes shorts d'avant. Je dis bon bah pas merde, mais ouais, tu prends à l'instar du truc et c'est pour ça. C'est là où je voulais en venir, c'est que des fois on se dit ah tiens, je vais faire telle activité pour avoir le physique de la personne, nanana. Mais en fait, la plupart des gens ont ce physique parce que l'activité qu'ils font en fait les développent comme ça. Et il y en a plein qui se développent pas comme ça. Sur la plupart des cyclistes. J'ai interviewé Jérôme Coppel aussi pour les secrets du sport, ça sort dans 2 semaines. Donc, il a fait 13e au Tour de France, qui avait une FTP, pour ceux que ça parle, de 405 watts de mémoire, quand il m'a dit, pour 62 kilos. Donc, il tient 405 watts sur 20 minutes, c'est monstrueux, hein. C'est un truc, je le tiens 3 minutes, quoi. Voilà, je tiens 3 minutes. Et donc, le gars avait ça pendant 20 minutes, et le mec avait des cuisses, des petites cuisses, mais vraiment des petites cuisses. Ah ouais, pas de canne, justement. Les mecs qui font le Tour de France, ils ont pas de canne. Ah non. Okay. Justement. Alors que, à l'inverse, tu vas avoir un type comme Wout van Aert, pour ceux qui suivent un peu le Tour de France, qui démarre, là. Vous écoutez le Tour de France démarre. Et lui qui a des bonnes cuisses et tout. Donc, on voit que la réponse est quand même assez individuelle. C'est un peu comme en muscu. Tu vois, t'as des gens, ils vont faire un peu de squat. Et puis, puis ils explosent. Tu vois, comme la fille que tu m'as dit ce matin, t'étais à la salle, la fille fait n'importe quoi. Putain, elle a un super corps, top. Tu dis, waouh, putain, incroyable. Elle dit deux. En faisant un, tu vois, elle porte pas d'impète. Et puis, t'en as d'autres. Et c'est là qu'on voit que quand même, il y a des grosses différences entre les gens. C'est pour ça qu'il faut pas faire une activité pour avoir le physique d'eux, mais d'abord que l'activité, entre guillemets, fasse plaisir. Ou alors, tu fais directement de la muscu pour essayer de faire grossir tes muscles et que ce soit vraiment très, très spécifique. Oui, voilà, c'est assez spécifique. Ensuite, moi, c'est vrai que j'aime beaucoup quand même la muscu, j'aime les séances. Ensuite, j'adore le vélo aussi. Là, j'ai fait réviser justement mon petit vélo. Ah, t'as quoi comme vélo? Fitness. Tu sais, c'est un petit Giant, mais c'est un vélo. Comme moi, c'est une sorte de VTC. Ouais, voilà, c'est ça, c'est un VTC. Les roues sont pas méga fines, mais elles sont déjà fines quand même. Elles sont fines, mais pas trop fines, et elles sont pas trop grosses non plus, enfin trop hautes, pardon. Et voilà, le guidon, il est retourné, mais pas incurvé, tu sais. Voilà, pas comme ça. Mais tu roules bien? Bah là, je viens de faire la révision. En fait. C'est-à-dire, tu roules à combien de kilomètres heure? Ah bah j'en sais rien, j'ai pas. En plus, tu sais, j'ai aucune montre, j'ai rien du tout. Ah, t'as pas de montre? J'ai rien du tout. Ok, parce que là, moi, je voulais aller. Pour ceux qui connaissent pas, le Tour du Lac d'Annecy, c'est un peu le spot pour faire du vélo quand on est mauvais, quoi. Ouais, quand on débute. Hein. Non, mais voilà, c'est un peu ça. Il y a pas trop de dénivelé, voilà, par la montée de Talloires. Et là, je me dis, je vais aller comment? D'ici? Je parle pas d'ici. La Villa Superzik est vraiment en hauteur. Il y a une côte à 20% devant chez moi. C'est un enfer. Mais bref, partir du lac d'Annecy et aller jusqu'à Albertville, faire l'aller-retour. Et c'est que du plat ou presque. Mais c'est pour savoir à quelle vitesse tu vas. Parce que si tu vas à 12, on peut pas le faire ensemble. Non, j'en sais rien. Ça se trouve, je vais à 12. Non, je sais pas. Bah, tu vas les cuisses qui congestionnent, c'est ça. Non, mais par contre, en fait, là, hier, je l'ai pris, mais pour 5 minutes, tu vois, et je sentais déjà que mes cuisses. On n'est pas habitué. Parce que je suis plus du tout habituée, alors qu'avant, tu sais très bien que j'en faisais tout le temps, hein, je me déplaçais tout le temps en vélo. Tu sais quoi? On en parlait. J'ai été justement, allez, je continue là-dessus. Ça vous intéresse, j'espère que ça vous intéresse. J'ai été, chez Power Watts à Genève, mardi. Chez Jérôme Coppel, justement, qui a 2 centres Power Watts. Donc, c'est des salles de home trainer, on va dire, avec une méthode bien particulière qui s'appelle Power Watts, où tout le monde fait la même séance. Et, mais par rapport à sa puissance critique, par rapport à combien il tient. Là, lui, il fait la puissance critique sur 20 minutes. Donc, combien de temps on tient à FTP? Donc, maximum sur 20 minutes. Et chacun fait la même séance, et donc il y a des jeux. Le but, c'est de pédaler rond, c'est d'être dans des zones. Bref, c'était hyper intéressant. Et donc, j'étais avec mon pote Saverio de Keep Up Genève. Et donc, bon, on a préparé sur le vélo, on se vaut. En tout cas, en indoor, hein. Mais bref. Et donc, on voit les FTP de tout le monde, les trucs comme ça. Et donc, ça te met vraiment un coup d'humilité parce que t'as des gars qui sont à côté de toi, qui ont 50 ans, 55 ans, et qui ont du bide, tu sais, que tu les vois, tu dis, et tu vois leur FTP, tu dis, ils ont 315, 330. Et à la fin, tu dis, ouais, allez, on se dépouille, on y va à fond. Et tu les vois, tu dis,
Et... Mais ils sont plus rapides que moi. Ah, ouais. Putain, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Ouais. Parce que, et donc, moi, c'est une particularité aussi avec la muscu, c'est là où je veux en venir. C'est que, on voit encore que les adaptations sont hyper spécifiques parce qu'en fait, sur 5 ou 6 secondes, ça fait longtemps que j'ai pas fait de test de puissance, mais je dois encore pouvoir sortir des gros trucs. Sur 30 secondes, bah, j'étais super fort. Et je me souviens que là, donc, j'étais pratiquement entre guillemets, l'un des meilleurs mondiaux pour ceux qui faisaient du watt bike à l'époque. Par contre, à la salle, on faisait aussi, en cette période, un test sur 10 kilomètres. Et là, franchement, même à la salle, je me prenais des tarifs. Ouais. Je me prenais des tarifs. Et là, c'est pareil moi, je fais des tests de puissance critique pour déterminer mes zones et mon entraînement de 3 et 12 minutes. Je pourrais faire de 5 et 15, mais bon, pour l'instant, j'ai pas encore, l'envie de me faire mal sur 15 minutes, mais bon, ça pourrait se faire. Le plus dur, c'est le 3 minutes, c'est le 3 minutes ou le 5 minutes, hein. C'est pas le 12 minutes ou le 15 minutes. Mais bref. Et en fait, sur 3 minutes, bah, je tiens des trucs vraiment assez bien, vraiment, bien. Par contre, dès que ça s'allonge, je congestionne, et pourtant, je fais beaucoup de bassin sensible, mais depuis pas très longtemps. Et on voit encore le truc de la muscu. En fait, pour devenir musclé, on voit bien ce qu'on dit régulièrement, c'est des séries qui durent en moyenne entre 30 et 60 secondes, en mettant plus de poids, en utilisant des bons muscles, tout ça. Et ça n'a rien à voir avec beaucoup de sports où en fait, faut développer une certaine endurance de force. Alors certes, il y a de la force, parce que 400 watts, faut quand même les envoyer sur 20 minutes, encore plus. Mais et là, on voit que dès qu'on s'éloigne de ça, à part les types ou les filles vraiment très douées, eh ben, on développe pas tant de muscles que ça, en fait. Ouais, en fait, on voit aussi qu'il y a beaucoup d'interférences avec les autres activités Ah, bien sportives. sûr. Ah, bien sûr. Complètement. Et là, c'est là que tu te poses la question, à quoi ça sert? Bah, ça sert à décorer une pièce. Non, ça sert quand tu te lèves le matin et que tu vois la glace, tu dis, ah, bien quand même. Tu dis, c'est beaucoup d'ego, hein, aussi, mais bon. Bien sûr, mais ensuite, tous les sports faits à un certain stade, ça reste de l'ego. Par exemple, même pour améliorer ta FTP. Bien sûr, ça n'a aucun sens. Là, je suis sur mon. C'est pour le plaisir personnel. Bien sûr, quand je suis sur mon biker ou sur mon vélo, voilà, c'est plus moi. Des fois, je me dis putain, mais pourquoi tu forces autant? Je dis j'aimerais atteindre ça, j'aimerais atteindre ça. Donc là, je voudrais atteindre 300 de FTP. Donc je pense que ça va être pas assez rapide, mais dans les prochaines semaines, allez peut-être 2-3 mois maxi, avec tout ce que je fais, si je m'y tiens. Mais pour l'instant, je m'y tiens et ça me fait plaisir. Et ça fait plaisir de regonfler des cuisses et de voir qu'on prend des quads et tout. Franchement, c'est sympathique. C'est vrai que je m'y attendais pas. Je me dis bon, je vais encore perdre des cuisses, ça va être la mort. Au final, bonne surprise. Et du cul, aussi du cul, parce que je pousse beaucoup avec le cul. Mais ouais, tout ça pour dire que on voit encore une fois vraiment la spécificité du truc qui fait que quand tu fais de la muscu, bah, en fait après derrière tu congestionnes si t'as pas une certaine endurance de force. Et c'est ce qu'on voit. Et j'y arrive encore. On parlait beaucoup de VO2 max pendant longtemps. Des adaptations cardiaques, des adaptations pulmonaires, du transport de l'oxygène, tout ça. Et on dit toujours que voilà, autour de 30-35 ans, bah, tu commences à perdre en capacité cardio-respiratoire, cardio-pulmonaire, cardiovasculaire. Mais là où on peut toujours gagner, c'est sur les adaptations locales. C'est moi ce que j'appelle la VO2 locale, c'est tout ce qui est mitochondrie au niveau local, tout ce qui est capillaire, tout ce qui est résister, continuer à fonctionner avec des plus fortes concentrations de lactate. Bref, et ça, c'est des choses, en fait, qu'en muscu, on développe, voilà, sur 30 secondes, 1 minute, mais c'est des choses quand on se met à des sports, entre guillemets, plus d'endurance, plus long, et ben, en fait, on arrive à développer, c'est là qu'on progresse beaucoup. Alors, c'est certes que on a envie de gagner en VO2, parce que c'est le test qu'on fait, c'est le test un peu phare, mais en fait, quand on est, on va dire au tiers de sa vie, seulement au tiers de sa vie, à peu près, et ben, en fait, on est un peu fourré de ce côté-là, mais on peut toujours gagner d'un point de vue local, et là, je vois bien que, en faisant plein de basse intensité, bah, mes cuisses brûlent de moins en moins, et je vois bien que bon, ça m'étonnerait que je rattrape 15 ans ou 20 ans de muscu en série courte, même si je faisais pas mal de séries de 20 à la presse, et c'est un truc que je vous recommande particulièrement si vous souhaitez prendre des cuisses. Mais c'est pas suffisant sur le vélo pour performer, quoi. Même en retenant 6 secondes la descente sur la presse à cuisse, parce que moi je retiens longtemps. 6 secondes, tu tiens? Ouais. Je retiens hyper lentement, quoi. C'est la phase excentrique. J'ai une blague. Je vous spoil le secret du sport numéro 13 avec François Pervis. Ce matin, on parle d'entraînement, donc c'est un podcast où je pose des questions. Ça sort tous les mardis à 10h30 sur deux applications de podcast. Et je dis moi quand j'étais venu voir ton entraînement, François, j'avais été un peu déçu parce que tu avais fait 3 fois 500 mètres. Ouais. Je lui dis, tu avais juste fait 3 fois 500 avec 15 minutes de récup. Donc je lui dis, ça faisait même pas 30 secondes d'effort et tu descendais du vélo, tu descendais du vélo, tu t'asseyais, tu tournais les jambes et puis tu attendais 15-20 minutes et puis tu repartais. Je dis, c'est pas beaucoup. Et alors il me dit, bah attends, j'ai une blague et tout. Il dit, ma copine, la première fois qu'elle est venue me voir m'entraîner, on faisait des 60 mètres. Je dis des 60 mètres. En vélo? Ouais. Parce que c'est glisse sur piste, ouais. Et je dis, ah bon, et tout? Et il me dit, bah donc, 60 mètres, ça dure 3 secondes.
Il dit, il dit, ça dure 3 secondes. Il dit, on se lance un peu avant et on force sur 60 secondes, que j'ai sur 60 mètres, et après on attend. Et donc, il dit, je fais une série et tout, puis je descends du vélo. Et puis j'attends, je sais plus, il attend 10, 15 minutes, quoi, tu vois, un truc du style. Et sa copine lui dit, c'est déjà fini? Il dit, il dit, 60 mètres, 3 secondes. Il dit, j'ai donné tout ce que j'avais. Tout ce que j'avais. Et tu vois, bon, ça m'a fait marrer. Et après, il a partagé d'autres séances, hein. Il y a des séances qui sont plus dures, mais les plus longues, j'imagine. pas tant que ça, pas tant que ça. Mais c'était intéressant de voir que, tu vois, dans des trucs spécifiques comme ça. Et donc François, il a des cuisses énormes, hein. Il est toujours recordman du monde du kilomètre. Bref, vous écouterez le podcast, c'est vraiment super. Mais c'est intéressant de voir vraiment cette spécificité, tu vois, du truc, qui fait que 3 secondes, tu vois, là, sa copine vient le voir. Et je sais plus, il avait fait genre 4 ou 5 fois 60 mètres, tu vois. Elle dit, c'est tout? C'est déjà fini? Il dit, ouais, mais j'ai tout donné! Et ouais, comme quoi, hein, c'est hyper spécifique aussi à l'activité. À ton activité. Bien sûr, parce qu'il avait été recordman du monde aussi du 200 mètres lancé, il avait fait 9 quelque chose. Je sais plus 9 secondes combien, parce que c'est toujours aux alentours de ça. Mais ouais, c'était hyper intéressant. Et ce qui me rend encore une fois, que tout est très spécifique. Et que voilà. Nous, on fait de la muscu. Moi, j'aime bien la muscu parce que tu veux un certain physique. C'est pour ta confiance en toi aussi. C'est pour être mieux physiquement. Faut savoir que la plupart des gens, on en parlait avec Fabrice, je crois, la semaine dernière ou quoi, t'as plus de la moitié des gens qui sont en surpoids. Ça va continuer à augmenter. Il y a, je sais pas combien de milliards de personnes qui sont obèses. Donc bon, à un moment, rien que pour ta santé, mais surtout pour ton ego, je pense, pour ta confiance en toi et tout. Si pour ton estime de toi, c'est hyper important. Voilà, si tu te sens bien et si t'es bien dans le miroir, et tu vois bien que ça te met un peu plus en mouvement. C'est forcément. Bien sûr. Allez, sur ce, on va attaquer les questions, June, parce que bon, t'es tellement bavarde que... Ah oui, c'est sûr, hein, là, j'ai pris toute la place. Ouais, j'ai rempli bien la chaise, en tout cas, moi, je trouve. Alors, on a reçu une question de Romain par email, qui est le même Romain dont j'ai traité les petits proverbes sur Leadercast cette semaine, qui dit pourriez-vous refaire le point sur les différences entre les hommes et les femmes concernant l'entraînement en musculation? Bien que les bases soient les mêmes, j'ai l'impression qu'il y a quand même quelques subtilités qui diffèrent. Par exemple, j'ai l'impression qu'Agathe, donc Agathe c'est sa copine, que j'avais eu en coaching, profite bien plus du rest pause que moi, ou bien est-ce un autre facteur, et que les fourchettes de répétition optimales ne sont pas toujours les mêmes. Merci par avance. June, est-ce que toi tu remarques dans des différences quand tu entraînes entre guillemets, quand tu fais tes suivis, que ce soit un homme ou une femme? Alors déjà, je remarque un truc, c'est que les filles, c'est pas des chochottes, alors que les mecs... Quoi? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mis à part ça. Plus sérieusement, en fait, il y a la perception de l'effort, je pense, qui est assez différent selon... Bon, ça va dépendre des femmes, hein, bien entendu. Mais je remarque que... prends pas la photo. Que plus souvent, les femmes ont une perception plus basse de leur effort, contrairement aux hommes qui parfois ont des perceptions plus hautes de leur effort, alors que ils seront à peu près à un même RPE ou à peu près à un même RIR. Ensuite, il faut savoir un truc, c'est que les femmes, elles vont avoir plutôt tendance à... Il arrête pas de me prendre en photo, c'est parce que tu essaies de prendre mon bon profil. C'est d'avoir des photos. Je suis moche. Purée. C'est que les... donc, comme je disais, les femmes ont tendance à avoir des meilleures prédispositions sur les efforts plutôt longs. Donc, je dirais sur les séries, disons, avec un rep range un petit peu plus élevé, plutôt que sur des séries où elles seront vraiment à leur, disons, proximité de l'échec. Elles vont pouvoir développer plus d'endurance plutôt que de la force. Ensuite, évidemment, c'est hyper individuel. Ça va dépendre des femmes, ça va dépendre des antécédents. Mais si on faisait des généralités, ça se situerait plutôt là. Et par ailleurs, pour certaines femmes, il va avoir des incidences au niveau du cycle. Ça, je rentrerai pas dans les détails, mais certaines femmes vont être très influencées par rapport à leur phase du cycle menstruel. Et pour d'autres, il va avoir aucune incidence. Donc, ça va vraiment dépendre du cas individuel de la femme dont il est question. Et ça va dépendre aussi de son passif, tout ça. Toi, je sais pas, est-ce que tu as eu des différences par rapport aux femmes que tu as entraînées? Est-ce que tu as remarqué certaines choses? Ouais, moi je remarque surtout d'un point de vue morpho-anatomique que la plupart des femmes vont avoir beaucoup plus de mal, par exemple, sur le bas du mouvement de développé couché. Comme elles sont moins faites pour les pecs,
ce qui est normal, hein, voilà. Et Moi, que, je suis faite pour les pecs. Hein. bah ouais, on voit que t'as des gros pecs. Et, et bref, elles sont moins faites pour ça. On voit que leur mouvement a tendance à être beaucoup plus dur en bas, comme un gars qui serait pas du tout fait pour les pecs, qui serait genre un gorille, selon ma codification dans le tome 2 de la méthode Superphysique. Mais en fait, en bas, ça a du mal à décoller. Et forcément, si tu fais du lourd, bah, ça va coincer en bas, alors que tu auras encore de la force pour faire des reps. Donc là, faire des séries longues a plus de sens. Pareil, pour revenir sur ce que tu disais, la science, entre guillemets, et les performances faites par les femmes, au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, montrent que plus l'entraînement est long, plus les séries sont longues, plus l'entraînement est long, plus les épreuves physiques sont longues, plus les femmes se rapprochent des hommes. Ouais. Donc on voit une sorte de prédisposition, en tout cas, à mieux s'exprimer sur des séries longues. Et comme tu l'as dit, après, il y a toujours des exceptions, des femmes qui sont très explosives, des femmes qui prennent du muscle. Toujours. Faut pas minimiser aussi l'importance des antécédents sportifs. Moi, je vois par exemple en kayak, les filles qui ont commencé à 8 ou 9 ans, qui font du kayak à fond, bah forcément, elles ont des bras, des épaules, elles sont hyper balèzes. En fait, mais parce que ça fait 20 ans qu'elles travaillent ces muscles-là. Et que certains un peu au cyclisme sur piste, quand tu fais du 200 mètres en kayak de course en ligne, ça ressemble. Mais ouais, moi, ce que je remarque, c'est surtout une, on va dire, une plus grande facilité, même si ça met entre parenthèses facilité, à s'exprimer sur des séries longues, moins sur du lourd. Il y a aussi des particularités anatomiques, on n'a pas parlé, mais tout ce qui est récurvatum, donc le coude un peu à l'envers, mais ça le peut genou à l'envers. aussi chez les hommes. Moins, ouais. Moi, j'ai pas mal de débutants qui sont à l'envers. Ouais, enfin, pas qui sont à l'envers, mais il y a une prédominance ouais, mais je vois moins de ça. ces signes-là. Et il y a aussi le fait, on en a pas parlé, mais que je pense que les femmes peuvent encaisser un plus gros volume d'entraînement aussi. Ça aussi, c'est exprimé par la science jusqu'à un certain point, bien entendu. Mais les femmes sont plus prédisposées à avoir un plus haut volume d'entraînement et une récupération qui leur permet en fait de faire ce plus haut volume, ce plus gros volume. Alors que pour un même volume, parfois les hommes vont avoir une perception de la fatigue plus élevée et plus de difficultés à encaisser et à récupérer et donc à être performants. Donc voilà, ça c'est, je pense, des facteurs aussi individuels, hein, comme tu en as parlé, mais en tout cas le consensus exprime un petit peu ça. Ouais, après comme tu disais tout à l'heure, c'est vrai que moi je vois mes élèves femmes ont souvent plus d'implication une fois qu'elles sont lancées dans l'entraînement et montrent plus de volonté à l'effort. Tu vois, ouais, c'est les préjugés à la con. On dit les hommes se plaignent un peu plus de rien. Non, mais voilà. Après, les préjugés sont souvent vrais. Hein. Moi, je dis souvent ça. Ils sortent pas d'un chapeau, les préjugés. Et c'est vrai que ce que je remarque depuis presque 20 ans, c'est vrai que les femmes, quand elles sont impliquées, quand il faut forcer, elles forcent, elles y vont. Alors que les gars, ils vont peut-être s'arrêter un petit peu avant. Alors, on fait des généralités, hein, vu que c'est la question de Romain et que voilà. Mais c'est assez vrai. C'est assez vrai. Il y a ce truc de repousser, d'aller un peu plus loin dans l'effort, qui est un trait, sans doute génétique, héréditaire ou autre, mais qui s'exprime bien sur l'entraînement. Donc ouais, moi je dirais plus de facilité à s'exprimer sur des séries longues. Ça veut pas dire qu'il faut pas faire de la force ou quoi quand on veut prendre du muscle, hein. Mais ouais, moins douillette qu'un homme. Moi j'ai l'impression. Non mais c'est un peu le terme. Il y a un petit peu de ça, ouais. Il y a un petit peu de ça. Ensuite, voilà, ça va dépendre. Hein. Moi, j'ai des hommes qui se plaignent jamais, qui font tout, qui forcent comme des brutes. Et j'ai des nanas qui sont un petit peu douillettes aussi. Hein. Donc voilà. Mais pour terminer, qu'est-ce que je voulais rajouter? Je me rappelle plus. Je rebondis sur les cycles que tu as dit. Donc moi je suis pas spécialiste des cycles menstruels, hein, bien évidemment. Mais c'est vrai que j'écoute pas mal de podcasts sur le sujet quand même parce que c'est des trucs qui m'intéressent. Et il y a a priori des périodes où les femmes vont être plus sensibles à se blesser, où il va y avoir des grosses différences de forme. Donc ça aussi, si vous êtes une femme, c'est des sujets que je vous invite à creuser, et notamment avec le podcast de June, Beyond Your Why, où elle en parle régulièrement avec des expertes sur le sujet. Et mais c'est vrai que ça peut influencer aussi, notamment sur les notions de cycle de progression, où quand on va programmer sa progression, on va se dire faut que je fasse absolument ça. Oui, mais là c'était dans la mauvaise phase entre guillemets, voilà, on va dire mauvaise phase, c'était pas la mauvaise phase, mais voilà, quand on est dans la mauvaise phase, on va peut-être se dire là, peut-être plus en profiter pour faire un peu plus léger, pour moins forcer, pour récupérer, pour faire quand même, parce que c'est mieux de faire que de ne pas faire. Mais c'est normal, et pas se dire comme un gars qui voudrait s'entraîner suivant la forme du jour. Il dit je suis pas en forme, je suis fatigué, qui lui en fait a aucune explication, il s'écoute juste un peu trop, alors que là la femme c'est quand même plutôt prouvé de manière universelle. Ces variations de forme qui peuvent effectivement impacter l'entraînement.
Oui, et donc pour terminer sur ce que tu dis, effectivement, il peut avoir aussi des douleurs qui sont qui sont anatomiques, donc qui sont situées au niveau du ventre, du bas-ventre. Il peut avoir des migraines causées par certaines phases du cycle, donc effectivement, ça sera vraiment à prendre en compte. Il y a aussi un gros axe au niveau de la supplémentation qui peut être intégré pour justement avoir plus de confort selon les périodes du cycle. Et enfin, voilà ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est plus dans la construction de l'entraînement qui va avoir des différences, parce que en général, je dis ça de manière générale, mais une femme ne va pas vouloir développer exactement les mêmes choses que les hommes. Tu veux pas de pec? Bah si, moi j'en ai, mais j'en veux un peu, pas trop. Ensuite, j'alloue plus de volume à mon bas du corps et par exemple à mes épaules et à mon dos plutôt qu'à mes pectoraux. À mes pectoraux, j'ai peut-être un ou deux exercices, tu vois, un ou deux exercices où ils vont intervenir, pardon, parce que ce sont des muscles qui participent au mouvement, mais voilà, je vais pas me faire 20 séries d'écartés couchés. Tu fais toujours du développé couché? Non, je fais plus de. Ah, t'en fais plus? Non, je fais du développé incliné. Je fais Ok. du développé incliné. À la barre? Non, j'en faisais à la machine Ouais, et là, j'ai passé au poids libre. Là, j'ai passé au poids donc avec libre. barre alors? Non, poids Non, libre. Ah, avec poids haltère. libre haltère, pardon. Ah, ok. Oui, haltère. Je me souviens, au développé couché, à un moment, t'avais cette petite marotte d'essayer de progresser. Ouais. Tu forçais comme une dingue et ça t'a passé. C'est comme une tarée. Non, j'ai plus envie maintenant parce que de toute façon, Ça déprime le développé couché parce que quand tu réussis pas ton c'est truc, ça te passé. nique la semaine, quoi. Alors que tu dis, putain, c'est juste un exo, quoi. Franchement, j'étais trop énervée des fois, donc je me suis dit, ouais, ça. Enfin, il y a certaines choses où je persiste, mais ça, en fait, c'était pas, j'y allouais trop d'énergie pour au final, c'était juste un truc d'ego, en fait. C'était Bien même sûr. pas pour développer musculairement, quoi. Parce qu'en plus, j'y allais vraiment comme une brute, donc voilà. Mais donc oui, dans la structure de l'entraînement, ça va être assez différent. Moi, c'est là que je fais les principales différences entre mes hommes et mes femmes. Il va avoir plus de volume alloué au bas du corps, peut-être au galbe des épaules également, au dos parce qu'un dos dessiné c'est chouette, mais voilà, il y aura beaucoup moins de volume placé sur les pectoraux, sur les bras, sur les biceps, les triceps, parfois même parfois pour certains hommes, pas pour tous, mais je rajoute du volume pour les avant-bras un petit peu, hein, mais pas excessif, mais un petit peu pour certains parce que c'est important. Et ça chez les femmes, c'est des choses qu'on ne va pas forcément retrouver. Donc voilà. Pour clore. Justement, puisqu'on parlait de pectoraux, on a eu une question cette semaine sur les forums Superphysique. Donc je rappelle que les forums Superphysique sont l'endroit où vous pouvez poser vos questions et où moult personnes vont vous répondre, ou du moins échanger avec vous pour essayer de trouver des réponses. Donc on a eu une question sur les pectoraux de Orange Citron euh, qui dit: bonjour, je souhaiterais avoir quelques renseignements sur quelques notions un peu avancées concernant les pectoraux. Il est dit que ce groupe musculaire est composé à 60% de fibres rapides et 40% de fibres lentes. Au niveau du programme, comment je répartis un exo de développé couché selon ces deux critères, en tenant compte bien sûr des critères fondamentaux de développement musculaire? Les fibres rapides signifient qu'il faut exécuter le mouvement rapidement, c'est ça? J'avais pensé à faire un exercice de développé couché de 3 séries pour les fibres rapides et 2 séries pour les fibres lentes, réparties sur 2 séances, voire 3 par semaine. Si je pars sur ça, 3 séries me semble correct pour les fibres rapides, car au moins, j'aurai un temps sous tension sur les fibres rapides d'environ 18 secondes minimum, en faisant un peu plus de 6 reps. Mais cela m'emmène à me demander, au sujet des fibres rapides, il faut exécuter la descente et la montée rapidement, ou cela ne concerne que la montée ou la descente, et quid de la vitesse d'exécution? Deuxième chose, est-ce que le type de fibre de la partie sternale est le même que le type de fibre de la partie externe? Alors ça c'est une question. Ça, c'est une question. T'as vu? Je te l'ai réservé. Je te l'ai réservé. Ah non, mais en fait, c'est marrant parce que je me dis comment ça se fait qu'on complique autant. Enfin, évidemment qu'il y a des notions à avoir en musculation de fibres rapides et de fibres lentes, mais on ne peut pas réfléchir son entraînement comme ça. En fait, ça n'a pas de sens et c'est pas ça qui va le faire avancer dans sa progression. C'est pas là-dessus qu'il doit se baser pour faire sa programmation, parce que de toute façon, il pourra pas quantifier le pourcentage de fibres rapides qu'il va prendre, qu'il va développer, ni le pourcentage de fibres lentes. Donc, je sais pas, enfin. Ouais, non, mais c'est ça. C'est une question marrante. Ouais, Car carrément. moi, elle me fait sourire parce que, comme l'a dit June, elle est très précise et elle complique beaucoup de choses. Ouais. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que la répartition en fibres musculaires, on l'a souvent dit dans Superphysique, mais elle est propre à chaque individu. Donc, il y a des gens, j'exagère, voilà. Je vais faire la preuve par l'exception, qui vont avoir 80% de fibres rapides dans un muscle
et 20% de fibres lentes, et dans notre muscle, il va y avoir 20% de fibres rapides et 80% de fibres lentes. Alors, pareil, quand on dit fibres lentes, fibres rapides, on caricature, on simplifie parce qu'en fait, il y a des dizaines de fibres différentes. Voilà, il y a pas que fibres lentes, fibres rapides, il y a plein de fibres intermédiaires, il y a plein de fibres lentes différentes, il y a plein de fibres rapides différentes en fonction des auteurs. Ça fait longtemps que je me suis pas penché sur le sujet, mais bref. Et donc, en fait, c'est impossible de dire que dans vos pectoraux, il y a 60% de fibres rapides et 40% de fibres lentes. Ça, personne n'en sait rien. Il faudrait faire une biopsie. Exactement. Voilà, et donc c'est une technique invasive. Hein, ça, on vous enlève un peu de muscle. Hein. Donc voilà, ça vous fait un petit trou. Mais bref, voilà, il faudrait faire ça. Donc on ne sait pas. À partir de là, sur le regroupement musculaire, il y a deux choses pour solliciter des fibres rapides. La première, c'est effectivement d'exécuter ces mouvements à haute vitesse, d'être rapide, parce qu'on appelle une fibre rapide parce qu'elle se contracte plus rapidement qu'une fibre lente. Voilà, c'est simple, hein, j'ai plus les chiffres en tête. Et il y a aussi le fait de forcer. Plus je vais forcer, plus je vais devoir utiliser des fibres plus fortes, plus grosses, et donc c'est souvent ces fibres rapides. Et c'est pour ça que vous pouvez lire un peu à droite et à gauche que si vous faites une série de 10 ou de 20 en forçant de la même façon, et ben en fait vous allez développer autant de muscles parce qu'au bout d'un moment vous allez utiliser ces fibres-là. Et souvent avec les séries longues, moi je pense que c'est même un peu mieux parce que on arrive à faire une rep de plus, ça demande moins de pourcentage de force de rajouter une rep que de faire des fibres rapides. Ça c'est un truc que j'avais développé dans le tome 1 de mes secrets pour prendre du muscle, donc qui est toujours disponible sur mon site pour ceux qui s'intéressent, qui récapitule vraiment ce qu'il faut faire pour bien procéder. Mais bref, à partir de là, il y a donc deux choses. Pour répondre à la question d'Orange Citron, est-ce qu'il faut faire la phase négative rapide et la phase positive rapide de mémoire, encore une fois, quand on parle de fibres rapides et de fibres lentes, le temps pour qu'elles se contractent se compte en millisecondes. Ouais, ça se compte en millisecondes. Donc même si vous faites la descente, la phase négative la plus rapide de votre vie, la phase positive, vraiment à 200 km/h, un truc du style, en fait, votre corps, ça se contracte encore plus vite à l'intérieur. Vraiment, j'exagère pas, ça se contracte encore plus vite. Et donc, c'est pour ça que on peut pas vraiment sélectionner, on va dire, ce qu'on souhaite uniquement développer. Les fibres travaillent de concert, et plus l'effort est intense, plus il est rapide, plus on va effectivement solliciter un grand nombre de fibres et utiliser. À partir de là, comme il y a plein, encore une fois, de fibres rapides différentes, de fibres intermédiaires différentes, de fibres lentes différentes, on peut pas résumer l'entraînement en disant moi je veux solliciter que les fibres par exemple ultra rapides, les plus rapides, et il faut que je fasse tant de secondes sous tension. Parce que on en a souvent parlé, et June pourra en reparler, le temps sous tension, c'est le temps sous tension que sans inertie. Par exemple, si vous faites un développé couché et que vous poussez le plus rapidement que vous pouvez, sur les premières reps, il y a une bonne partie du poids que vous soulevez qui est monté sans effort, en fait, qui est monté grâce à la vitesse. Donc, si votre rep, je sais pas, dure 2 secondes, ça trouve, vous avez qu'une demi-seconde de travail qui est compté. Il y a qu'une demi-seconde qui est comptée et il y a 1 seconde 5 qui sert à rien. Donc là, pareil, dire 18 secondes, ou même 20 secondes ou 25 secondes, ça n'a pas de sens. Voilà, ça n'a pas de sens. Donc, c'est pour ça que les bases de la prise de muscle, encore une fois, c'est de pas trop se soucier de ces histoires de proportion de fibres rapides ou de fibres lentes. D'ailleurs, il y a un bon moyen d'avoir plus de fibres rapides, c'est de ne rien faire. Parce que dans la vie, non mais on rigole, mais je sais pas si ils en parlent encore dans les techniques d'affûtage qu'on fait avant une compétition de déload par exemple, en force athlétique. Mais on sait que comme la plupart du temps la journée, on est plutôt lent. Toi, tu marches, tu fais des petits mouvements, mais t'es jamais très rapide. En fait, progressivement, et c'est ce qui se passe au fur et à mesure de la vie. Et c'est pour ça que les athlètes vont vers des distances de plus en plus longues. Souvent, on disait que le marathon ou le triathlon de longue distance, les Ironman, c'était pour les athlètes déjà d'un certain âge. Maintenant, il y a des jeunes qui s'y mettent aussi. Mais c'est qu'au fur et à mesure qu'on vieillit, comme on fait que des mouvements lents, en fait, notre proportion de fibres rapides diminue en proportion de nos fibres lentes. Voilà, il y a, comment on peut appeler ça, il y a une transformation de fibres qui se fait par rapport à la spécificité de ce qu'on fait. Et donc, un des bons moyens d'avoir plus de fibres rapides, et donc en théorie plus de potentiel musculaire, c'est d'en faire moins. C'est de rien faire. C'est de pas bouger. Si tu bouges pas et que t'es alité, mais il y avait eu des trucs comme ça, hein, nous sommes dans le monde du muscle. Florence, qui était sur les forums Superphysique il y a bien longtemps, Florence Gibellini, on en avait parlé, elle avait eu des études sur le sujet, et genre si t'es alité, t'as un plâtre, et bah ton muscle, ok, il va maigrir tout ça, mais en proportion, t'as beaucoup plus de fibres rapides, parce qu'en fait, comme tu fais plus de mouvements lents, tu fais plus rien, et bah tes fibres, hop, se retransforment. Donc c'est un bon moyen.
Donc June, s'il veut plus de fibres rapides, mais être toute maigre, Ouais, mais moi je veux pas. En fait, je réfléchis pas à l'entraînement comme ça, mais ce qui serait intéressant, c'est en fait pour quel objectif en fait. Enfin voilà, est-ce que c'est pour justement du développement musculaire? Est-ce que c'est pour de la force athlétique? Est-ce que c'est juste parce que il se pose trop de questions? En fait, ça serait intéressant de savoir bah justement pourquoi il se pose ces questions. Je me demande bien quel a été son cheminement personnel pour se poser ce questionnement-là. Et surtout, qu'est-ce qu'il voudrait faire de ça, en fait? Et comment il pourrait mesurer sa progression? Parce que, comme tu l'as dit, on ne peut pas mesurer son pourcentage de fibres rapides ni de lentes. Donc, qu'est-ce qu'il voudrait, en fait? Enfin, voir son volume musculaire ou son pourcentage de fibres rapides augmenter? L'un dans l'autre, en fait, enfin, voilà, il va pas pouvoir avoir d'outils d'évaluation pour examiner sa progression. Pareil, il dit deuxième chose, est-ce que le type de fibre de la partie sternale est la même que le type de fibre de la partie externe? Et bah souvent, en plus, ce qui se passe, et j'y arrive un peu pour généraliser, c'est que les muscles commencent à moins se développer, en plus d'être des muscles plutôt courts, d'avoir des mauvais leviers, et ben en plus, c'est des muscles qui ont plus de fibres lentes. Or, les fibres lentes, effectivement, ça s'hypertrophie aussi, ça peut grossir, voilà, si on utilise les mêmes facteurs que l'hypertrophie classique, en faisant en plus des exercices voilà qui étirent, qui fracassent, on va dire, qui font des micro-traumatismes, mais ça a moins de potentiel parce que il y a une partie contractile qui est moins importante. De mémoire, c'est ce que je dis à mes élèves en BPGEPS, dans une cellule musculaire, en fonction de quel type de fibre c'est, et ben le pourcentage de mitochondries, de capillaires, d'éléments contractiles, donc ce qu'on appelle le sarcomère, l'actine, la myosine, va varier de quelques pourcents. Et ces quelques pourcents, c'est un peu ce qui va différencier ces fibres rapides, ces fibres lentes. Donc, ce qui est sûr, c'est que souvent, quand t'es pas fait pour un muscle, il est court, il est court, et donc t'as le mauvais levier, et en plus il est bourré de fibres lentes, donc il a moins de potentiel pour devenir fort. Et justement, il y avait un test comme ça qui s'appelait le test pour tester l'ACTN3. Je sais pas si ça te parle, ça c'était un truc pour tester. Il y a un article sur Superphysique là-dessus. Ouais, ça a longtemps, ça a au moins 15 ans, ce truc-là. Et donc, on disait, voilà, vous testez votre nombre de reps, genre à 80% de ton max. Oui, tu vois. Sûr, ouais. Et on dit, voilà, ça veut dire que vous exprimez, vous avez tant de fibres rapides, tant de fibres rapides par rapport au reste. Bon, bref, on disait un truc comme ça. Et sauf que, en fait, si vous faites, réfléchissez un petit peu, prenez du recul, vous vous rendez compte que c'est hyper dur de faire une classification à partir de ça parce que vous pouvez être explosif si je prends le développé couché, pas avec vos pectoraux parce que justement parce que vous utilises le rebond ouais, parce que voilà, en bas vous explosez et puis après vous explosez pas, ou à l'inverse vous explosez pas en bas et vous explosez en haut, donc c'est plus les triceps, ou alors c'est plus les épaules. Et donc en fait on n'arrivait pas, c'est un peu tombé en désuétude, peut-être que certains l'utilisent encore, mais on n'arrive pas à déterminer ce qui est vraiment rapide ou pas. Mais ce qui est sûr, c'est que comme pour la contraction musculaire, où avant on pensait que c'était tout ou rien, tout se contractait ou pas, au sein d'un même muscle, au sein de différentes parties, c'est sûr qu'il n'y a pas les mêmes fibres, entre guillemets, il n'y a pas les mêmes unités motrices, parce que les fibres sont réunies sous forme, on va dire, d'unités motrices. Mais ouais, et au final, il faut pas trop se soucier de tout ça, parce que l'important, c'est, encore une fois, de chercher à progresser, donc rajouter des répétitions, des kilos, sur les bons exercices pour soi, par rapport à sa morphoanatomie, par rapport à ce qu'on souhaite solliciter, avec un temps sous tension, en moyenne, entre 30 et 60 secondes. On avait fait un podcast qui s'appelle les 3 facteurs de l'hypertrophie musculaire dessus. Et voilà, et laisser le temps faire. Ensuite, s'entraîner correctement, laisser le temps faire. Le plus dur, c'est de trouver ces exercices et les bonnes amplitudes pour soi, et on va dire de pas se blesser. Et une fois qu'on y est, après, c'est plus qu'une question de spirit, et d'y aller. Et il n'y a pas d'histoire de 18 secondes, parce qu'encore une fois, 18 secondes, les fibres rapides et les fibres lentes, c'est des millisecondes, on parle de millisecondes. Et les fibres rapides, justement, ça a moins de résistance à la fatigue. Donc, c'est sûr qu'en 18 secondes, tu as utilisé plein de fibres lentes aussi parce que c'est déjà un effort très, très long. Tout à l'heure, j'ai rigolé avec François Pervis et ses 60 mètres en 3 secondes. Mais voilà, même en 3 secondes, tu as des fibres lentes. Et les fibres lentes, c'est aussi du potentiel de croissance. C'est aussi des fibres qui vont s'hypertrophier. Voilà. Mais c'est sûr que dans la vie de tous les jours, on est plutôt lent. Et comme on est plutôt lent, naturellement, on va vers le plus lent. Ouais, c'est comme ça. Vers la lenteur. Oui, évidemment, on va de plus en plus lent. Et c'est pour ça que moi, je me souviens que un de mes potes me disait, tu vas faire un peu de pliométrie c'est ce que j'allais dire régulièrement pour justement garder ta vitesse, parce qu'il dit c'est un des trucs qu'on perd le plus, c'est cette vitesse. Tu perds ta vitesse en fait à force de pas l'entretenir. Et c'est vrai que moi j'avais remarqué, et c'est un truc que je faisais faire pas mal au powerlifter que j'entraînais il y a plus de 10 ans.
c'était un peu de plio. Et tu vois, que dès que tu fais un peu de plio, même de pompe claquée, ou même d'entraînement j'ai oublié le nom. Ce que je fais avec ma poulie Handy Gym ou avec en iso inertiel. Voilà. J'en reparlerai prochainement, d'ailleurs. Mais quand tu fais ça, bah voilà, tu vois bien que tu gagnes en vitesse, en capacité à aller plus vite. Et il y a un excellent podcast sur le sujet justement qui parlait de ça. C'est le podcast de mon pote Julien, qui est mon voisin en plus, qui est kiné à Genève, qui s'appelle Objectif Performance. Et il avait interviewé dans le hors-série numéro 6 Jean-Pierre Heyer. Jean-Pierre Heyer qui est vraiment une sommité de la préparation physique et qui parlait justement de qu'est-ce qui était le plus déterminant dans les performances sportives. Et lui il disait, c'est la capacité à accélérer. Et donc, c'est tout ce qui est travail pliométrie, travail d'accélération. Il dit, au-delà d'un certain niveau de force, c'est pas le plus fort, c'est pas le plus musclé, c'est ta capacité à accélérer. Et donc, en ce sens, voilà, c'est un des trucs qu'il faut travailler. Mais là, c'est vrai que les questions d'Orange Citron ont pas trop de sens parce qu'on sait pas. Pour la musculation, on sait pas, voilà. On sait pas sélectionner. Et le titre, c'est bien musculation en fonction du pourcentage de fibres rapides. Voilà. Donc c'est un peu complexe. Ensuite, s'il faisait de même s'il faisait de l'haltérophilie, ça n'aurait pas de sens. Il ferait des séries courtes, ça serait. Il ferait de l'haltéro classiquement. Mais il y a pas d'application pratique là-dessus. Après, moi, c'est un truc que j'avais remarqué. Il nous avait parlé dans la formation super physique, donc sur méthodesp.rudicoya.com. Je crois que c'est en lien dans la description peut-être. Et bref, qui est ma plus grosse formation. J'ai remarqué qu'en fonction du caractère des personnes, un peu comme je disais tout à l'heure pour les hommes et les femmes, certains et certaines étaient plus aptes, parce que peu explosifs, à performer, à progresser sur des séries plus longues, à l'inverse de certains, comme Pierre, par exemple, qui développe l'application SP Training et qu'on a parlé la semaine dernière sur le forum, qui, lui, pendant un moment, il s'entraînait que en 10 séries de 5, 10 séries de 4, 10 séries de 3, donc c'est un format d'entraînement que j'ai pas mal démocratisé suite au conseil, justement, d'un type qui s'appelait Force Athlée sur les forums en 2001-2002. Et il me dit, putain, je fais ça, je progresse. Et il dit, j'ai voulu repasser un entraînement un peu plus classique en série de 8, 10, 12. Et je progresse beaucoup moins bien, je stagne beaucoup plus vite. Ouais, parce que tu as aussi ce truc de, est-ce que je suis nerveux? Est-ce que je suis pas nerveux? Comment je m'exprime dans la vie de tous les jours? Moi, j'arrive à voir tout de suite si les gens sont nerveux ou plutôt mous. Par exemple, June, on voit qu'elle est molle. Donc, mais non, mais on voit tout de suite si les gens sont mous ou pas. Et à partir de là, forcément. Mais ça, c'est des choses auxquelles on va prêter attention une fois qu'on a un niveau intermédiaire plus confirmé. Quand on est débutant, qu'on n'a pas encore au moins, pour moi, le niveau silver ou gold du club super physique en moyenne. Club super physique, je rappelle, il y a des tableaux de performance et que vous pouvez retrouver en plus sur l'application SP Training. D'ailleurs, on travaille sur la V3 sur un niveau parce qu'on a eu pas mal de remarques en dessous du niveau bronze pour les personnes qui seraient débutantes. Je rappelle, par exemple, le niveau bronze, c'est de faire 10 tractions, c'est de faire 10 répétitions à 70 kg de développé couché, c'est de faire 10 répétitions à 14 kg au curl incliné. Et en fait, il y a pas mal de gens qui débutent, comme il y a de plus en plus de personnes qui font de la muscu. On dit, ouais, c'est un peu démotivant parce qu'on en est loin. Et donc, on bosse sur un niveau en dessous. Je sais plus quel nom on a mis, mais on a tu mis quoi? On a mis cuivre. Cuivre, ouais, c'est pas mal. J'allais dire, il y a mis fer. Fer ou cuivre, je sais pas. Charbon. Charbon. Et il y a aussi un tableau pour les femmes. Bien sûr, il y a un tableau pour les femmes, donc il y aura aussi un niveau un peu plus débutant pour se motiver un peu à passer ses ceintures. Mais c'est vrai que ça, pour moi, c'est un truc vraiment très très confirmé. Et comme tu peux pas de toute façon déterminer ton pourcentage de fibres rapides, et ça varie en plus, ce que je disais tout à l'heure, en fonction des muscles. Tu peux être, on voit, par exemple Baptiste peut-être qui nous écoute, qui lui était très fait pour le bas du corps, donc il a aussi quand même développé pas mal le haut. Qui est coach à CrossFit Hydrasil. Hydrasil, ouais. Je crois que ça se dit Hydrasil, il nous en voudra pas, il corrigera dans les commentaires. Mais il y a de fortes probabilités que dans les cuisses, putain, il y a des fibres rapides à crever, parce que je me souviens, il a fait des tests sur Bike Erg, et putain, dès que c'était long, il avait rien dans les cannes. Hein. Il avait, putain, il congestionnait et tout. Donc, il y a de fortes probabilités qu'il avait beaucoup de fibres rapides. Par contre, le haut, il avait beaucoup plus de mal. Et donc, il y a de fortes probabilités qu'il ait plus de fibres en proportion par rapport au bas du corps, même s'il s'en sort quand même bien sur le haut. Mais c'est pour ça qu'il y a des gens, comme j'en parlais dans le tome 1 de la méthode super physique, il y a des gens, des fois, on se dit, ah tiens, ils ont tout dans le bas, puis ils ont rien dans le haut, et à l'inverse, il y en a qui sont vraiment hauts et qui ont rien dans le bas. Non, mais c'est vrai. Ouais, mais c'est vrai. C'est vrai, et ça, sans doute que ça joue aussi par rapport, aux longueurs musculaires, aux longueurs osseuses, aux insertions, mais aussi à la composition, la répartition des fibres qu'on a au sein des muscles, et qui peut varier aussi en fonction des faisceaux, comme l'a dit Orange Citron. Et c'était une bonne question. C'est vrai que tu peux avoir le haut des pecs que des fibres lentes, mais ça m'étonnerait parce que tu n'utilises jamais, donc peut-être que des rapides, parce que tu n'utilises jamais, mais et c'est là qu'on voit notre problème. Si j'ai l'avant d'épaule en point fort, fibre rapide ou fibre lente, peu importe, et en fait, je peux avoir toutes les fibres rapides que je veux dans le haut des pecs. Il y a pratiquement aucune chance que j'en prenne vraiment parce que mon avant d'épaule va tout faire
Donc, c'est pour ça que c'est une question intéressante, mais en pratique, en fait, il n'y a aucune solution et il n'y a pas d'adaptation. Il n'y a pas d'application. Il n'y a pas d'application. En fait. Il n'y a pas d'application derrière à faire. Alors, on a traité cette question, June. On a le temps d'en faire une petite dernière. Allez. Alors, June, c'est celle-là que tu voulais. Celle-là ou celle-là, laquelle tu veux? C'est quoi les deux? Ça, c'est pour parler de tes problèmes de transit. Mais moi, j'en ai pas. Tu veux parler de tes problèmes de transit? Je n'en ai pas. Alors, June, on va parler de tes problèmes de transit. Mais non. Mesdames, messieurs, bonsoir. Je m'appelle Dylan, 20 ans, 61,5 kg pour 1m72, entre 11 et 13% de body fat, donc de taux de graisse, abdos visibles. 2650 calories par jour. Ce qui n'est pas... C'est pas énorme, mais bon, pour 60 kg, ça peut se discuter. Je pratique la musculation depuis environ 2 ans. J'ai toujours été en prise de masse ou maintien avec un léger surplus. Mais ces temps-ci, je ressens de plus en plus de mal à digérer. Je me sens lourd toute la journée, en constante digestion, quasiment jamais faim. Je suis fatigué en fin de journée, sûrement dû au fait de ne jamais laisser mon corps sans digérer. Voici donc ma question. Ne serait-il pas judicieux d'entamer un régime de quelques semaines pour relancer la sensation de faim afin de mettre le système digestif en repos, ou alterner des jours avec mes besoins actuels avec des jours un peu plus bas en calories? Toute réponse est là, bienvenue. Donc toi, la spécialiste du transit, June, nous t'écoutons. Eh bien, figure-toi que j'ai des élèves qui sont un petit peu dans le même cas, qui sont... Ah, c'est sa diète? Voilà, il y a sa diète. Ok, il y a sa diète. On regarde rapidement. Ah, elle est compliquée, hein, il s'emmerde. Hein. 5 grammes de graines de chia, 5 grammes de râpé de coco, un œuf au plat, 10 grammes de sirop d'érable. Ah, il se fait chier la bite, hein. Comment tu parles, attends? Tu n'avais pas cette expression, faites pas chier la bite? Ouais, non, c'est pas beau, hein. C'est mon pote Raph. Bah, malheureusement. L'expression, c'est imbitable. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire, c'est incompréhensible. C'est vrai, c'est imbitable? C'est imbitable, ouais. Je vais m'arrêter sur les blagues. J'avais une blague à faire. Mais ça existe. Et donc, oui, pour reparler de la diète de Dylan. Enfin, on va pas parler de la diète, mais plutôt du fait d'alterner un petit peu ces phases de prise de masse avec des phases de mini-cut. C'est un petit peu, comme ce que je t'ai dit au début, c'est peut-être avoir une période où on va diminuer un petit peu les calories, non seulement pour relancer la digestion, mais aussi parfois simplement pour sentir un confort intestinal meilleur. J'ai un élève que j'ai emmené, un homme que j'ai fait prendre du poids petit à petit au fur et à mesure de sa progression. Jusqu'à un certain point, on était aux alentours des 3100 kilocalories. Et là, effectivement, on a eu une certaine inflammation, malgré le fait qu'il ait, disons, une diététique plutôt saine, avec des aliments bruts, enfin voilà, des bons aliments. C'était pas une alimentation transformée. Et donc, à partir du moment où il y a des problèmes digestifs, ça peut très vite en fait s'aggraver. On peut très vite avoir des inconforts aussi qui vont nous impacter tant sur notre vie de tous les jours que sur l'entraînement, que sur notre vie sociale. Donc c'est là qu'il faut vraiment mettre un stop justement sur la prise de masse entre guillemets ou sur le surplus calorique, redescendre soit à maintenance ou alors en léger déficit. Et comme l'a exprimé Dylan un petit peu plus haut, parfois c'est bien d'alterner simplement les jours. Tu sais, on parle de diète un peu cyclique. Donc sans se compliquer la tête, mais par exemple, avoir des jours d'entraînement où les calories sont un petit peu plus hautes. Donc on pourrait imaginer qu'elles sont à hauteur de sa phase de surplus. Et les jours de repos où il va diminuer les calories, non seulement pour un confort digestif et aussi pour relancer un petit peu la machine, comme il dit, parce que être très longtemps en prise de masse, je crois que tu l'as évoqué il y a pas très longtemps dans un podcast, c'est pas la santé en fait, c'est pas la santé. Et la santé, c'est le maintien, c'est là en fait où on est dans une période propice à se sentir bien, à performer. Donc quand on parle de performance, pas des performances de haut niveau, mais des performances pour progresser tout simplement. Et surtout à partir du moment où on voit qu'il y a plus d'effets négatifs de la prise de masse, c'est là que évidemment il faut mettre un petit stop quoi. Je rebondis pour compléter ta réponse. Donc on a sa diète devant les yeux. Donc il y a un truc aussi qui peut je pense fatiguer, c'est qu'il mange le matin à 7-8 heures, il dit, il remange un peu à 10 heures et il remange à midi. Moi, dans ces cas-là, quand j'ai des élèves comme ça, je mets pas de collation à 10 heures. Vraiment, je mets pas de collation. J'en mets une dans l'après-midi parce qu'il mange pas de 12 heures à 19h30, donc il met une collation, ça je suis d'accord. Et il y a un autre point, je trouve assez important, c'est qu'il mange 200 grammes d'avoine par jour.
Non, mais je lisais pas, mais donc quand tu as 200 grammes d'avoine là, par jour, c'est énorme, hein, il y a et c'est d'ailleurs pour ça que, grosse nouvelle, on vient de sortir la poudre de sarrasin bio sur Superphysique, qui bousille beaucoup moins le bide d'un point de vue justement du gluten et même des fibres. Mais c'est vrai que la fois, on avait quelqu'un à la salle qui est venu pour un coaching premium, justement. Il mangeait 300 grammes d'avoine par jour. Il me dit, j'ai mal au bide. Je ne peux me l'imaginer. Ah, je dis, ouais, t'as mal au bide, 300 grammes d'avoine. Et donc, on discutait avec les gars de la salle. Je dis, quelqu'un a pris 300 grammes. Et tout le monde disait, non. Et c'était trop. Et donc là, on voit qu'il est à 130 grammes le matin, 65 grammes en collation. L'avoine, c'est bien, mais c'est comme tout. Dès que t'en abuses, ça te démonte le bide. Et c'est sûr que ça te crève. Dès que t'as mal au bide, ça te crève. Après, sur le reste de la diète, bon, il y aura des petits trucs à dire, mais moi, c'est surtout ça que je trouve, un peu. Globalement, ça va, mais on voit que effectivement la teneur en flocons d'avoine est disproportionnée par rapport à ces autres féculents. Par exemple, voilà, le soir il prend du boulgour et le midi il prend des torsades. Là, il pourrait augmenter un petit peu et diminuer sur les flocons d'avoine, parce que là, ouais, c'est énorme. Et là, effectivement, il peut y avoir des problèmes de digestion. Il devrait même alterner avec peut-être du sarrasin ou de la crème de riz. Voilà, c'est des choses qui sont un petit peu plus digestes. À partir d'un certain stade, les flocons d'avoine, ça te démonte. Ça va être difficile, quoi. Ça te démonte. Alors après, sur la diète en elle-même, on peut en parler rapidement. Il mange pas beaucoup. On voit de protéines. Le midi, vraiment, il a qu'un œuf. Le matin, sa seule source, c'est un œuf et 15 grammes de protéines de soja. Il a la farine de lentilles corail, ça augmente un peu, mais effectivement. C'est pas bon, les torsades de la farine, j'ai pas réussi à finir le paquet. C'est bon, ça. Ah, c'est tout pâteux et tout. Je sais pas comment tu les fais cuire, hein, mais tu dois pas savoir cuisiner de toute façon. Voilà. mais en soi, non, c'est assez bas en protéines. Il doit être vraiment dans la fourchette basse. Un peu bas. Et il mange pas beaucoup de légumes, moi, je trouve aussi. Tu vois, il mange du concombre. Ouais, concombre, c'est une crudité, quoi. Et là, pareil, quand tu abuses des crudités, si t'en manges tous les jours, ça, pareil, en fait, ça peut te démonter le bide. Ça peut faire mal au ventre, hein. Ça reste des fibres qui sont réduire pour l'organisme. Réduire l'avoine et pas hésiter à varier un peu plus, là, mais c'est vrai que c'est normal que tu aies du mal à digérer quand tu bouffes plein de fibres, et ça te tue le bide, hein. L'avoine, et c'est encore une fois pour ça qu'on a sorti le super sarrasin. On dit toujours super, mais c'est du sarrasin bio, hein, tout simplement. Et pour justement un peu ces problèmes-là, pour éviter encore une fois, comme j'en parlais dans l'épisode 6 du Secret du sport avec Anthony Berthoud, je sais pas si tu l'avais écouté, où justement, tu peux faire comme ça, John, si tu veux descendre. Okay. Et dans Anthony Berthoud, il disait, en fait, tout est un peu contaminé, donc ce qu'il faut, c'est vraiment varier les aliments pour éviter de s'intoxiquer le plus rapidement possible, quoi. Ouais, tout à fait. Quelque chose à rajouter, John? Eh ben non, écoute, ça me semble pas mal, hein. Super. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver June sur JuneCoach74 sur Instagram, où elle poste de nombreuses photos, surtout en story. Ouais. Et puis sur son podcast Beyond Your Why. Donc n'hésitez pas. C'est tous les quels jours? Ça dépend. Ah, ça dépend. Ah, c'est une fois par semaine. C'est bien une réponse de fils, hein. Ça, c'est bien une réponse de fils. Ça dépend. On verra. Une fois par semaine. C'est une fois par semaine, mais. Quel jour? C'est le mardi. Ah, c'est le mardi. C'est le mardi à 6 heures même que je. 6 heures du mat, le programme? Ouais, 6 heures du mat. Mais parfois, ça dépend de mes invités, voilà. Si j'arrive à bien tout faire, quoi. Et ça roule. Et ça marche. Et on espère que ça vous a passé un bon moment. Et à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez sans doute passé un bon moment. Si vous avez des questions sur les sujets que nous avons abordés aujourd'hui ou que vous souhaitez nous en poser, ne vous privez pas, c'est avec plaisir dans la partie commentaires sur SoundCloud ou sur YouTube. Si vous avez des questions qui n'ont rien à voir avec les sujets abordés, par contre, cela se passe sur les forums Superphysique, qui sont les derniers forums de musculation du web et qui est également les premiers sur www.superphysique.org. Enfin, merci d'avance pour votre soutien, notamment à ceux qui laisseront des commentaires sur les applications de podcast, que ce soit Spotify ou Apple, avec évidemment la note de 5 étoiles sur 5. Je compte également sur vos partages sur les réseaux sociaux que je repartagerai avec plaisir. Sur ce, bon entraînement et à la semaine prochaine.